Retraite en confinement et conscience pour Pâques. Donc, dans les prochains jours, la fête de Pâques approche. Et cette année, j'ai décidé de tirer profit des circonstances particulières de confinement auxquelles nous invite la crise du coronavirus. C'est-à-dire que cette année, à la différence des autres, où par exemple, lors de la fête de Pâques, que je rencontrais les membres de ma famille et aussi ceux de ma conjointe, donc il y avait beaucoup d'activités en famille habituellement. Eh bien, cette année, étant donné l'état de crise et du fait que je vis au Québec et présentement, les rassemblements sont interdits, eh bien, j'ai décidé de tirer profit de la situation en m'organisant en fait une activité de retraite pour la période de Pâques, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est pas une retraite qui va être fermée pour moi parce que je vais quand même discuter avec des gens sur Internet, que ce soit sur Facebook, par courriel, et aussi des conversations verbales. Donc, c'est pas une retraite où je m'occupe totalement des gens. Par contre, ça va être une retraite des médias de masse. Donc, je vais mettre une pause à l'écoute compulsive des médias parce que, après tout, le Québec est sur pause présentement et c'est sûr que là, je commence à être saturé là, des médias de masse, c'est-à-dire qu'on nous présente, si je pense entre autres à la chaîne québécoise TVA, jour après jour, le nombre de personnes qui sont atteintes du coronavirus, le nombre de mortalités. Puis c'est une espèce de décompte de la mort. Puis on nous amène tout le temps l'attention là-dessus. Ça augmente, les gens atteints, ça augmente. Il y a quelque chose que je trouve pas ça agréable. Ou suivre à chaque jour le point de presse comme si c'était une espèce de messe régulière là, où est-ce que tous les gens se retrouvent à 13h pour voir là, qu'est-ce que le premier ministre du Québec va dire en compagnie du médecin, du docteur Arruda. Là, j'ai comme pris une pause des médias. C'est sûr que j'ai dit aux gens de mon entourage, c'est que s'il y a de nouvelles mesures qui sont mises en place ou qui pourraient avoir un impact sur mon comportement, de me tenir au courant. Ça, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont mises en place, comme par exemple, les gens ne doivent pas se rencontrer en groupe, doivent être à une distance de 2 mètres. Donc, il y a différentes choses qui ont été mises en place dans les derniers jours. Mais là, j'ai décidé de décrocher. D'ailleurs, au moment où je vous parle, là, ça fait plusieurs jours que je n'écoute pas les médias de masse. En fait, depuis la fin de semaine dernière, puis je me porte mieux. Je m'occupe de moi. C'est ce que j'ai l'intention de faire dans la fin de semaine qui vient. Et pour y arriver, j'ai l'intention, entre autres, de pratiquer un jeûne. Faire des exercices aussi de mieux-être, d'intériorisation. Puis bénéficier du fait que là, je vais être seul pendant la fin de semaine prochaine parce que je vis seul dans mon appartement pour utiliser cet espace-là pour moi, pour aller plus loin dans ce que je peux m'intérioriser par rapport à moi-même, puis aussi profiter de cette période-là comme un espace de ressourcement favorable à l'individuation. Parce que là, je ne serai pas avec des gens, là, à la différence des autres années, comme je le mentionnais. C'est sûr que par rapport à la fête de Pâques, en relation avec la croyance en la résurrection du Christ, ça appartient aux chrétiens. Je me définis pas comme un chrétien. Par contre, pour moi, ce qui est important, c'est de renaître à moi-même. Que le Christ ou celui qu'on appelle Jésus soit ressuscité des morts lors de la fête de Pâques, ça, c'est une chose. Que ce soit réel ou pas, ça peut être sujet à discussion, mais ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est que moi, personnellement, je renaisse à moi-même, c'est-à-dire me redéfinir, puis utiliser cette période-là de vide, de tranquillité, du fait que je ne travaillerai pas pour la fin de semaine pendant la période fin de semaine prochaine, pour en tirer profit à des fins de ressourcement, de régénération. On est dans une période de transition. On dirige vers l'été. Ici au Québec, la neige est en train de fondre à grande vitesse. Donc, je vais tirer profit de tout ça. Et puis, je me suis identifié à des activités à faire pendant cette pause qui se veut des médias de masse, pause aussi alimentaire. Mais ça ne veut pas dire autant que je vais me cesser de m'alimenter.
dans le sens que je vais m'alimenter, entre autres, si je vais à l'extérieur, par les rayons du soleil. Donc, être réceptif aussi à l'énergie de l'univers. Donc, c'est pas dans un esprit de privation, mais dans un esprit de faire le plein que je vais faire cette activité de retraite. Et dans cette optique-là, j'ai identifié plusieurs choses à faire en lien, entre autres, avec des vidéos sur Internet que j'ai l'intention, c'est sûr, de vous partager. Vous allez avoir en bas de l'enregistrement YouTube présente toute la liste des vidéos auxquelles je vais faire référence dans les prochaines minutes. Donc, j'ai sorti plusieurs éléments parce que si je pratique le jeûne, je vais avoir plus de temps disponible. Parce que le temps que j'utilise habituellement pour me préparer de la nourriture, ensuite la digérer, puis ensuite il y a un temps de récupération plus grand, un temps de sommeil plus grand quand on mange régulièrement, ça va être du temps que j'ai davantage de disponible. Fait que là, si j'ai plus de temps, il faut que je sois capable de m'occuper, bien entendu. Donc, c'est la raison pourquoi je me suis fait une liste de choses à faire. Est-ce que par rapport aux activités suggérées, que je me suggère en fait à moi-même, vous faites ce que vous voulez, là. Moi, dans le fond, c'est dans un esprit de partage que je vous partage ce que j'ai l'intention de faire, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans le même sens que moi, là, naturellement. Donc, par rapport à cette liste-là, je ne vais pas nécessairement tout faire ces activités-là. Je préfère m'identifier plus d'activités que de pas assez. Comme ça, je vais être sûr de ne pas m'ennuyer. Parce que je discutais récemment, entre autres, avec ma mère au téléphone, parce que dimanche, en fait, semaine passée, j'ai fait un petit jeûne, une journée et demie. Et puis, je discutais avec elle au téléphone, et puis elle me pose la question, est-ce qu'un matin, tu as mangé? J'ai dit non. Elle dit, il était en fin d'avant-midi, là, vers 11h30. Elle dit, là, tu dois avoir faim, tu dois être fatigué. J'ai dit non, je suis plein d'énergie. Puis j'ai dit, la preuve, ça fait 1h30 qu'on parle, puis je suis pas fatigué. Puis en plus, j'ai fait 2 heures de marche pendant la matinée. Elle était un peu déboussolée. Mais là, elle, parce que tu sais, je dis, je pratique le jeûne. Puis là, ça peut être la même chose aussi quand que je fais des vidéos, que je partage des choses. Je dis pas au monde nécessairement de faire ça. Comme elle interprétait que je disais de faire un jeûne. Elle dit, si je mange pas, je vais m'ennuyer. J'ai dit non, c'est à côté, si t'es créative puis tu t'organises, tu t'ennuieras pas. Tu sais. Parce que c'est sûr qu'avoir plus de temps, ça peut être un beau problème. Quand les gens, c'est l'horaire de travail régulier en dehors du confinement, ils n'ont pas nécessairement beaucoup de temps. Beaucoup de personnes sont occupées, ils courent. Mais là, présentement, ils peuvent marcher. Ils ont même le temps pour méditer dans plusieurs cas. Parce que beaucoup de gens en arrêt de travail ou les gens font du télétravail, mais ils n'ont pas à passer, comme autrefois, là, du temps pour le transport, le déplacement pour se rendre au travail, revenir du travail, aller au restaurant, et ainsi de suite. Donc, ou aller chercher les enfants à la garderie. Donc, il y a du temps qui est plus là de disponible. Fait que là, ça devient intéressant parce que si on a plus de temps, il faut être capable de le gérer avec intelligence pour en tirer profit créativement. Et c'est ce que je vais à faire. Donc, pour ça, je me suis identifié plusieurs activités. Donc, pour cette fin de semaine que je me prépare. Pour moi, c'est comme aller à un atelier de croissance personnelle, sauf que ça me coûte rien, puis je fais ça chez moi. Comme je suis seul en logement, c'est une retraite où puis c'est tranquille, je suis heureux parce que le locataire d'en bas de chez moi, il n'est pas bruyant, celle d'en haut non plus. Donc, c'est vraiment propice à l'intériorisation, au calme, au silence. C'est sûr que en tant qu'individu, je suis naturellement quelqu'un qui est plus dans la réceptivité, tempérament plus méditatif. Des fois, j'ai l'impression de faire une vie de moine, un peu comme un moine bouddhiste qui vit dans le calme, dans un esprit de méditation au ralenti. Donc, c'est dans cet état-là que je vise à être en fin de semaine qui vient. Donc, c'est sûr que par rapport aux jeunes, s'il y en a qui ça intéresse, il y a un très beau documentaire qui est disponible là, sur YouTube. Il s'intitule « Une nouvelle thérapie avec un point d'interrogation ». Vous allez avoir le lien en bas de l'enregistrement présent, ainsi que les autres. Donc, quand je vais mentionner une référence, prenez pour acquis, au lieu que je le répète tout le temps que ça va être en bas de l'enregistrement, ils sont tous en bas, les références auxquelles je fais allusion. Donc,
Ce qui est intéressant par rapport au jeûne, c'est que c'est documenté scientifiquement. C'est-à-dire que la science en Occident, malheureusement, n'a pas bénéficié des recherches de la Russie, qui se chônent sur plusieurs décennies, où dans le domaine médical à des fins curatives, le jeûne est utilisé comme traitement médical, puis sur plusieurs décennies, il y a beaucoup de données de recherche qui ont été accumulées. Mais étant donné le climat de guerre froide qui a régné pendant plusieurs décennies, entre le bloc de l'Ouest et de l'Est, donc entre le bloc qui regroupe les pays alliés aux États-Unis versus la Russie, eh bien, cette situation-là de tension n'a pas été favorable à l'échange et au partage d'informations et à l'ouverture de ces données-là scientifiques vers les pays occidentaux. Mais là, c'est le cas présentement, puis c'est un beau documentaire qui explique les bienfaits du jeûne, le fait aussi que c'est documenté scientifiquement. Et c'est ce qui m'a amené à expérimenter avec le jeûne aussi. L'année dernière, j'avais fait un jeûne d'un jour et demi. Ça avait stimulé mon corps. Et j'en ai refait un en fin de semaine passée, en préparation d'un jeûne plus long pour la fin de semaine pascale. C'est sûr qu'idéalement, je vise à faire un jeûne de 3 jours. Quand que je parle de jeûne, dans mon cas, c'est un jeûne à l'eau, là. C'est pas un jeûne sec. C'est-à-dire que je vais continuer à boire de l'eau, mais je mange aucune nourriture. Et puis, je me suis préparé des activités en conséquence parce que dans la préparation au jeûne que je vais faire, parce que j'ai fait un petit jeûne d'une journée et demie en fin de semaine dernière, je me suis rendu compte que dans la première journée de jeûne, ça m'a stimulé au niveau énergétique. J'avais plus d'énergie. La journée même, j'ai fait au moins 3 heures de marche. Le lendemain, au moins 2 heures de marche. J'ai fait du ménage aussi. Fait que je vais me tenir occupé. Les tâches physiques, là, comme faire le ménage du printemps. D'ailleurs, on est une période propice pour ça. Ça, je vais en faire pendant la première journée. Mais les autres journées, ça va être plus des activités, plus dans la méditation, l'introspection. Et c'est sûr que pour mettre dans l'esprit méditatif, je peux proposer aux gens, d'ailleurs j'ai l'intention de le réécouter, le film Lumière. Ça, c'est par rapport à la nourriture pranique. En lien avec ça, vous pouvez retrouver là, sur YouTube des extraits là, du film. Il y en a un extrait officiel de 20 minutes, là, Lumière, le film documentaire. Puis le film aussi peut être présent sur d'autres sites Internet, bien entendu. C'est un film intéressant, c'est sûr qu'il date de 2010, mais quand même, c'est un film qui nous permet de voir des gens qui prétendent vivre sans manger. Et là, c'est sûr que dans le film, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des recherches scientifiques qui ont été faites avec ces gens-là. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, il faut faire preuve d'esprit critique comme dans toute chose. Mais la façon que je vois les choses, c'est qu'éventuellement, l'être humain nouveau n'aura pas besoin de manger pour vivre. Ça ne sera pas une nécessité parce qu'il va se nourrir de l'énergie cosmique universelle. Par contre, en tant que plaisir de vie, il peut manger avec des personnes, mais c'est pas en fonction d'un besoin. Parce que le corps va être capable d'être alimenté énergétiquement lorsque le taux vibratoire va être rehaussé ou la personne va se nourrir directement de lumière plutôt que de matière. Et quand on regarde c'est quoi de la matière, c'est de la lumière densifiée. Un peu comme il explique dans le film. Lumière, c'est que si la personne est capable de se nourrir directement, par exemple, de l'énergie du solaire, elle n'a pas besoin de manger des plantes qui, avec la photosynthèse, absorbent l'énergie solaire, puis elle n'a pas non plus besoin de manger des animaux qui vont manger les plantes qui ont absorbé l'énergie solaire. Donc, il y a une moins grande perte d'énergie à travers la chaîne. Parce que, par exemple, pour produire une livre, donc une certaine quantité de viande, ça prend plusieurs fois la quantité en végétaux. Et c'est pas nécessairement très économique. Donc, si quelqu'un pourrait se nourrir directement du soleil, il n'y aura pas besoin de passer par s'alimenter des végétaux et de la viande, mais chaque chose en son temps, puis c'est sûr qu'il y aura une mutation en lien avec ça que la personne devra connaître sur le plan physique. Mais par rapport à ça,
C'est sûr, c'est une perspective intéressante, mais comme dans toute chose, il faut faire preuve de discernement, de vigilance pour pas non plus se mettre dans le pétin. Donc, c'est sûr que je dis pas nécessairement en fait, je dis pas aux gens de pratiquer ça. Je dis aux gens de rien pratiquer dans leur vie. Je leur dis de s'occuper de leurs choses. Puis, c'est sûr que mon esprit de ma démarche, d'ailleurs, c'est pas de vivre sans manger présentement. C'est tout simplement de faire un jeûne, une pause alimentaire. Pourquoi? Pourquoi une pause d'alimentation physique? C'est pour donner un moment d'arrêt, de détente à mes organes internes, que ce soit les reins, l'intestin. Parce que si je fais fonctionner tout le temps les reins puis l'intestin, ça crée un stress au sein de l'organisme. C'est un petit peu au niveau... c'est un petit peu la même chose qu'on peut voir au niveau du travail. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui fait tout le temps un travail manuel, qui utilise ses poignets à répétition pour, par exemple, faire de l'assemblage de pièces en métal parce que la personne est journalière, si tu utilises tout le temps les poignets, puis entre les journées de travail, il y a une période insuffisante de récupération, il y a un stress chronique qui s'installe, ce qui fait que la personne finit par s'épuiser. Donc, l'idée, c'est de donner une pause aux organes, un peu comme un moteur qu'on décide d'arrêter pour éviter qu'il surchauffe. Donc, c'est dans cet esprit-là que je vais faire un jeûne. Puis, c'est sûr que j'ai fait un jeûne d'une journée et demie, puis je me sentais plus en paix, plus de clarté aussi dans le mental. Donc, lorsque je l'ai fait en fin de semaine dernière, puis mon niveau d'énergie était bon. Donc, c'est ce que j'ai observé. C'est sûr, c'est intéressant, c'est de faire un jeûne puis faire des observations sur sa condition physique, voir l'impact que ça a sur nous. Ensuite, je vais tomber dans les exercices à proprement dit. Donc, c'est sûr que la première journée, je travaille physiquement, je fais le ménage de mon logement. J'ai l'intention aussi de faire des mouvements de Qigong. Donc, ça, c'est en relation avec la médecine chinoise traditionnelle. C'est des mouvements lents. C'est des mouvements qui visent à amener la personne à être en bonne santé en bougeant différents membres du corps. Ça se fait avec une douceur, là. Donc, dans les vidéos, celle que j'ai retenue pour vous proposer, c'est celle de Nicole Bordelot. C'est une Québécoise dans le domaine de la croissance personnelle. Elle a mis en ligne une vidéo récemment sur sa chaîne YouTube que je trouve extrêmement intéressant. Ça dure une demi-heure. Les mouvements sont bien faits. Il y a aussi Lee Holden avec il y a une session de Qigong pour le matin, morning, puis le soir, evening. Donc, le matin, c'est pour activer le corps, puis le soir, c'est plus dans une optique de détente, puis ces mouvements-là se font toujours avec des exercices de respiration, de contact, donc, avec le corps. Aussi, j'ai l'intention de faire des exercices de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque assistée par vidéo YouTube. Donc, il y en a plusieurs vidéos. Et ceux que j'utilise, on voit un ballon qui va monter pendant 5 secondes pour inspirer. Ensuite, il va redescendre pendant 5 secondes. Et là, c'est le moment d'expirer. Et ça se fait en alternance, ce qui permet de régulariser le rythme de la respiration, donc d'amener la personne à être plus cohérente dans sa respiration, plus centrique. Ça peut être utilisé pour faire face à des événements chocs de la vie pour se restabiliser. Puis, ça favorise aussi une fréquence cardiaque régulière. Donc ça, c'est intéressant à faire aussi. C'est sûr que dans ma période de retraite de conscience, j'ai l'intention de marcher à l'extérieur, si la température le permet, s'il fait soleil, puis faire une marche dans la présence, à l'environnement, à la nature, être présent puis attentif au bruit des oiseaux, au bruit de l'eau si à un moment donné je marche puis il y a une petite chute d'eau ou une rivière. Présent aussi au bruit des voitures. Présent à qu'est-ce qui se passe plutôt qu'être dans la tête puis la réflexion puis l'intellect. C'est sûr que pendant ma retraite, je vis avec un chat. Je vis pas avec d'autres êtres humains, mais je vis pas avec des êtres humains, mais je vis avec un chat. Donc, je vais passer sans doute du temps avec lui. Habituellement, lorsque je m'assois dans le divan chez moi,
automatiquement, il vient me voir. Il vient s'asseoir sur mes genoux. Puis là, il s'attend que je le flatte, puis il se met à ronronner. Donc, je vais passer avec du temps. Puis récemment, il m'est venu cette idée en tête à l'égard du chat. Le chat, il ne souffre pas comme moi de la crise du coronavirus parce qu'il ne réfléchit pas, il n'intellectualise pas. Le chat, il est dans le ici et maintenant par rapport à ce qui se passe. Tandis que l'être humain, c'est facile, on écoute les bulletins de nouvelles, puis on nous parle des morts, puis là, ça augmente, puis c'est grave, blablabla, puis on nous amène à vibrer à la peur de la menace du coronavirus, implicitement à travers ça. Tandis que le chat, qu'il y ait une crise ou non du coronavirus, cette information-là ne l'atteint pas. Il est comme d'habitude. Il va jouer. Il réfléchit pas à ça. Il s'empêche pas de dormir. Il fait pas des cauchemars. Il fait pas des crises d'anxiété, d'angoisse en lien avec le coronavirus. Ça le rend pas en dépression. Non. Il continue à vivre à son rythme. En fait, semaine dernière, j'ai fait une pause des médias, en plus d'avoir fait un petit jeûne, puis j'étais déjà dans un autre temps. C'est-à-dire un temps plus individuel, je fais les choses à mon rythme, tranquillement, lentement. Donc, c'est sûr que je vois dans le sens d'une belle expression que j'avais déjà entendue, l'éloge de la lenteur. Ce qui contraste avec la vitesse qui est valorisée dans notre société de compétition, de productivité, où tout doit aller de plus en plus vite avec Internet, nouvelles technologies. On veut tout savoir en tout temps, puis il y a un stress, il y a une tension associée à ça, l'info-obésité, on est bombardé d'informations qui vont de plus en plus vite sur les réseaux sociaux. Il y a comme une tension derrière ça. Puis si la personne est bombardée de trop d'informations par rapport à sa capacité d'intégration, puis elle n'est pas capable de dire non, puis de mettre ses limites, ben, elle se fait envahir. Parce que là, c'est sûr, avec la crise du coronavirus, beaucoup d'informations arrivent. Qu'est-ce qui se passe en Italie? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en même temps au Canada? Puis qu'est-ce qui se passe au Québec? Puis ça n'arrête pas. Puis il y a une tension associée à ça, puis une obsession sur ça. C'est comme si on prend notre attention puis on la détourne de d'autres choses. Mais l'important, c'est de ne pas être détourné de soi. Parce que sans ça, ça décentre. Mais c'est ça. Je vais passer du temps à flatter le chat. Je vais écouter aussi de la musique thérapeutique. Puis là, ici, c'est sûr que je vais faire une parenthèse parce que c'est pas parce que je vais, par exemple, écouter de la musique de moines tibétains que ça veut dire nécessairement que je suis un adepte de la religion tibétaine. D'ailleurs, je suis adepte d'aucune religion. Je me définis pas à travers la religion. Je m'intéresse pas aux croyances religieuses. Par contre, si je constate que d'écouter des chants tibétains, ça me permet de me sentir mieux, de me détendre, ça participe à mon intériorisation, je vais le faire. Mais je ne vais pas nécessairement adhérer pour autant aux croyances de la religion tibétaine. Donc, vous comprenez là, un petit peu ici là, la mise en contexte que je fais, parce que je vais proposer des liens. Tibetan Harmonic Songs Very Powerful. Donc, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube avec des chants tibétains. Ensuite, de méditation chamanique. Une autre vidéo, je trouve ça très intéressant parce que ça favorise un état de calme, d'intériorisation, de transe. Le chant du Om. Je vais peut-être aussi chanter des voyelles. Parce que les voyelles nous permettent de faire des harmoniques. C'est sûr qu'il y a le son A. Quand on prononce les voyelles dans l'ordre, Aum, A, E, I, O, U. Ouais, c'est plus A, E, I, O, U, là, les voyelles. Mais on peut le chanter d'une façon à nous amener dans une vibration méditative. Là. C'est ça que je dis A, E, I, O, U. C'est quelque chose, mais je m'y en ayant une certaine intensité, ben ça fait A, E, I, O, U. Mais aussi, on peut chanter, c'est sûr, le Aum traditionnel.
Je vais sans doute écouter aussi des chants d'harmonique, entre autres Daniel Zécoute, qui en a fait plusieurs, puis des fois c'est intéressant. Me concentrer un peu si j'en chante, là, pour vous donner des exemples. Bon, c'est peut-être... Les gens, ils vont peut-être dire « Ah, ben là, t'es pas tellement professionnel ton chant. » Ben, c'est amateur, là, OK? Je fais ça pour m'amuser, là. Donc, c'est sûr que sur Internet, vous allez sans doute trouver là, des gens qui sont perfectionnés là-dedans, qui ont peut-être fait carrière là, avec des chants qui visent à générer des énergies vocales. Je ne me prétends pas être un spécialiste là-dedans, là, mais je m'intéresse à la chose parce que ça m'amène à être vibrant dans le mental puis dans la gorge, surtout dans la gorge. Aussi, dans le cadre de l'atelier dans la fin de semaine, je vais réécouter la vidéo qui s'intitule « Exercice émotionnel avec Tal Chaleur ». C'est quelqu'un que j'ai découvert récemment qui a une vision holistique de la santé. Je le trouve extrêmement intéressant. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'y mettre par rapport à son atelier, qui a mis en ligne des exercices concrets. Donc, c'est sûr que si vous tapez sur YouTube « Tal Chaleur », il y a plein de vidéos. Donc, c'est quelqu'un qui propose une vision alternative de la santé, différente de celle conventionnelle, où il est pris en considération le corps physique, mais aussi le corps émotionnel, le corps intellectuel et ce qu'il appelle spirituel. Et dans le cadre des exercices émotionnels, ben, c'est des exercices de libération. Donc, permettre au corps, laisser être le corps, le faire sortir des rigidités, des refoulements. Donc, permettre au corps d'exprimer la peur. Ensuite, pour la colère, il y a l'exercice du tigre. Puis permettre aussi aux petits enfants en nous de pleurer s'il y a de la tristesse de refouler. C'est sûr que c'est dans l'optique, puis lui s'intéresser au chamanisme, de laisser le corps s'extérioriser. Un peu comme dans un état de transe chamanique, où la personne a un état de conscience altéré au niveau du cerveau, puis tout ce qui était bloqué par le contrôle intellectuel rigide circule. Parce que je trouve intéressant son explication. C'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, c'est que souvent les gens, quand ils sont jeunes, ils ont naturellement de l'énergie, de la vitalité, ils vont jouer, puis là, ils arrivent, ils sont rendus à 3-4 ans, ils commencent, les jeunes, à développer leur intellect, puis là, les parents disent « Non, tu fais pas ça. Non, tu fais pas ça. » Puis il y a beaucoup de restrictions, de règles, de contraintes avec le conditionnement social, l'éducation occidentale. Fait que la personne réprime. Puis plus qu'elle réprime, puis plus qu'à ce moment-là, elle se met à réfléchir, elle tombe dans la tête, intellectualisation, puis elle coupe sa conscience du ressenti normal de son corps qui lui permet d'avoir une vitalité. De ce que je comprenais de ses explications, c'est que, par exemple, quelqu'un ressent un état de tristesse, il vient intensément l'émotion de tristesse, puis ensuite il passe à autre chose. Ça se fait naturellement. Le corps devient calme, paisible, puis joyeux. Tandis que là, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une émotion de tristesse, puis là, comme c'est pas nécessairement socialement bien vu de l'exprimer, ou même chose pour la colère, ben là, les gens en société ne l'expriment pas. Fait que l'émotion fait un travail souterrain au sein de l'individu, puis là, la personne réfléchit, l'analyse, puis elle n'est pas présente à elle-même parce que c'est ça qui veut sortir, puis tu l'empêches. Fait qu'il y a un état de refoulement qui peut se présenter, puis ça s'accumule avec les années, ben il y a une carapace caractérielle qui se crée, il y a une lourdeur énergétique qui s'installe, la personne, dans le fond, devient prisonnière des émotions, des formes, puis l'énergie ne circule plus, la vie ne circule plus en elle. Puis là, ce qu'il expliquait, c'est que les gens, avec le surdéveloppement de l'intellect, ben, de ce que je comprenais, ce qu'il disait, ben, ils se réfugient dans le cerveau gauche, puis la personne est complètement coupée du cerveau droit parce qu'elle est juste dans l'analyse, en relation avec des émotions non intégrées. Puis, si la personne, en fait, extériorise des émotions, les laisse circuler, elle a plus d'espace pour autre chose, puis à ce moment-là, le canal avec sa contrepartie qui appelle spirituel, dans mes termes, l'esprit, va pouvoir ensuite descendre à l'intérieur de lui, cerveau droite. Donc, l'ouverture à l'imagination, la créativité, l'inspiration cosmique. Donc, cerveau droite. Donc, c'est sûr que si la personne
est rempli de bagages émotionnels, est juste dans l'intellect et la réflexion, est coupé du ressenti du corps puis de l'esprit, ben, c'est sûr que là, à ce moment-là, la personne est coincée dans un monde de matière, dans une structure étouffante. Mais il faut faire éclater les formes, il faut se libérer de les formes refoulées ou emmagasinées dans le corps. Puis là, c'est sûr, je veux faire du relâchement à ce niveau-là pour permettre à mon corps d'avoir tout son espace, son envergure. Et puis c'est sûr, ça peut être en lien avec des manifestations d'émotions. Peut-être que je vais me mettre à pleurer à certains moments, à un moment donné à crier, etc. Donc, il peut y avoir différentes choses qui peuvent se manifester, un peu comme quelqu'un qui entre en transe chamanique, puis à un moment donné, il fait des bruits d'animaux, des hurlements, il peut faire toutes sortes de choses. Mais l'idée, c'est de laisser le mouvement aller plutôt que de le freiner ou de refouler en relation avec une notion de contrôle de l'intellect. Parce que l'une des problématiques de l'Occident à l'heure actuelle, c'est le surdéveloppement intellectuel des gens qui les coupe du ressenti des émotions, ressenti de leur contrepartie cosmique, leur esprit aussi. Fait que c'est ça. Ça, c'est pour l'exercice émotionnel de relâchement. Aussi, autotraitement Reiki. Donc, l'imposition à certaines zones du corps, faite calmement, pendant certaines périodes de temps, pour la présence à certains aspects de moi-même. Être à l'écoute du ressenti, par exemple, des mains sur ma poitrine. Être présent à la sensation corporelle et la déguster plutôt qu'être dans la tête et l'analyse. Donc, c'est un état d'être, puis c'est sûr que ça nous amène dans une présence à soi qu'on n'a pas nécessairement dans le cadre de lorsqu'on travaille ou on est dans le feu de l'action dans la vie de tous les jours. C'est ça une autre activité, prendre un bain chaud, tout en écoutant simultanément de la musique douce, de la musique propice à l'intériorisation, de la musique méditative. Peut-être que je vais écouter le chant Om de Patrick Bernard. Ça, c'est intéressant, là. C'est de Om, The Healing Power of Spiritual Sound, Patrick Bernard. Puis là, je vais peut-être prendre un bain en écoutant ça en boucle. Donc, ça, c'est un aspect. La méditation pleine conscience aussi, naturellement. D'ailleurs, je vous propose en bas de l'enregistrement présent les coordonnées de site web avec du matériel qui est totalement gratuit, d'ateliers, d'activités pour pratiquer la pleine conscience. Puis, j'ai mis le lien spécifique d'une méditation parce qu'il y en a plusieurs que vous pouvez télécharger en format MP3. Il y en a une en particulier que je préfère aux autres, c'est la méditation assise. Elle dure à peu près 39 minutes, mais je trouve qu'elle vaut vraiment la peine. Parce que il y en a d'autres qui durent, des fois c'est 5 ou 10 minutes, mais là, ça donne le temps, là, comme on dit, de prendre le temps. 39 minutes, c'est une bonne période de temps. Puis, la voix de la personne est calme, posée. Donc, c'est propice à l'intériorisation. Donc, c'est sûr que par la suite, il y a aussi de faire des bénédictions. D'ailleurs, en bas de l'enregistrement présent, j'ai mis le lien d'une séance de bénédiction d'André Moreau, le grand jovialiste au Québec. Et c'est sûr que, dans le fond, c'est un des personnes dans le domaine de la conscience que j'apprécie beaucoup ici, parce qu'il sait s'amuser dans la vie. Puis, ce que développé, c'est une philosophie du bonheur, une philosophie qui est très loin de la religion catholique qui mettait l'accent sur la culpabilisation des gens. Donc, une séance de bénédiction, c'est quoi? C'est de se mettre à bénir certaines choses, être dans une pensée entre autres, ça peut être, là, André Moreau ne va pas nécessairement dans, ça dépend, là, mais en tout cas, la façon que je le vois, c'est d'aller dans le sens de la gratitude, de qu'est-ce qu'on a, l'appréciation, puis aussi d'avoir une intention par rapport à qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on veut installer dans notre vie. Parce que la nature a horreur du vide. Et de mon point de vue, c'est à l'individu lui-même de déterminer qu'est-ce qu'il veut dans sa vie. D'où le fait de bénir par soi-même. Pas attendre après le prêtre ou le pape qui fasse une bénédiction pascale pour les fidèles. L'individu,
Il n'y a pas besoin qu'on lui donne le droit de bénir ou de faire quelque chose. Il le prend par lui-même, en vertu d'une improvisation transcendantale. Parce que tant que la personne attend qu'une autorité extérieure à lui ou supérieure à lui dise quoi faire, lui donne le droit d'être heureux, lui donne le droit de prendre sa vie en main, il va attendre longtemps. Donc, c'est d'une initiative personnelle d'identifier c'est quoi ses besoins, puis qu'est-ce que la personne veut amplifier dans sa vie consciemment. Parce que nos intentions, notre volonté ont un impact sur notre existence. Dans le sens que tout est interrelié. D'ailleurs, avec la physique quantique, le simple fait, par exemple, d'observer une particule va avoir un impact sur ce qu'elle va faire. Pour vous montrer à quel point, puis ça, croyez-moi pas, là, il existe des expériences en lien avec ça. Le simple fait que quelqu'un observe une particule change le comportement de la particule qui est observée. Donc, dans l'esprit de la bénédiction, c'est sûr qu'éventuellement, dans un lointain futur, l'être humain pourra agir directement sur la matière avec l'exercice de sa volonté en étant supporté par l'énergie cosmique et universelle. Et c'est sûr qu'à une moindre échelle, l'individu qui se conscientise, qui a intégré un peu d'esprit, il y a un certain pouvoir d'agir sur le réel en vertu qu'il agit en fonction de l'énergie globale de son être. Et c'est sûr que bénir aussi, pour moi, c'est dans l'optique d'occuper un espace que les autres ne prendront pas parce qu'ils vont juger que c'est ridicule. Que moi, par exemple, je bénis la paix de mon logement. Je bénis pour que ce soit un lieu qui est agréable pour moi à vivre, un lieu de ressourcement. C'est sûr que des gens vont dire « c'est des enfantillages, des bénédictions, ça n'existe pas. » Mais si, par exemple, le locataire d'en haut, où j'habite, puis celui d'en bas ne bénissent pas, puis moi, je bénis pour qu'il y ait un état de paix, de calme, de bien-être, peut-être qu'implicitement, ils vont bénéficier de ma bénédiction, puis ils ne feront pas interférence à mon mouvement parce que ils bénissent pas. C'est sûr que, dans le fond, en lien avec ça, ce que je peux dire aussi, c'est que pendant que le mental est occupé à bénir, il n'est pas occupé à maudire la situation planétaire puis le coronavirus. Vous voyez ici où est-ce que je veux en venir? Pendant que notre attention est centrée sur quelque chose, elle ne l'est pas sur autre chose. Puis la pensée a un impact sur l'état du corps biologique, la sécrétion d'hormones. C'est sûr que quelqu'un qui passe, par exemple, une demi-heure à bénir des choses, ça fait une demi-heure de moins qui est passée à écouter les bulletins de nouvelles qui nous amènent, si je pense à la situation au Québec, tout le temps des plus grandes statistiques du nombre de personnes qui est atteint du coronavirus. Mais bon, on peut constater que le nombre est en augmentant, mais de regarder ça compulsivement puis obsessivement à chaque jour comme une espèce de rituel qui nous amène à nous enfoncer dans une espèce d'obsession liée avec ça. Pour moi, il n'y a rien de créatif là-dedans. C'est un petit peu comme la bourse. Quelqu'un qui est cyberdépendant de la bourse va regarder ça à toutes les heures. Là. C'est quoi les mouvements de la bourse? Où en est? Que ce soit l'indice de Dow Jones, le SP500, le TSX. C'est quoi les fluctuations? À un moment donné, ça peut avoir une utilité si la personne fait de l'achat puis de la vente d'actions d'une manière journalière. Mais à part ça, quelqu'un qui fait pas ça, c'est pas nécessairement utile. C'est sûr que les statistiques sur le nombre de personnes qui meurent chaque jour du coronavirus, c'est peut-être utile pour les gens dans le domaine médical pour savoir comment gérer les effectifs. Mais en ce qui me concerne, vu que présentement, je travaille pas au niveau médical avec ces gens-là, ça me sert à rien. Donc, tout ça pour dire, j'en reviens à la bénédiction. La bénédiction va teinter l'individu parce que qu'est-ce qu'on entretient dans notre vie, qu'est-ce qu'on nourrit, finit par transparaître. Ça va se dégager de nous. Quelqu'un qui, par exemple, entretient la conviction qu'il est victime, ça va se dégager de son aura. Quelqu'un qui, à la place, installe la conviction que sa vie est agréable, que le droit de jouir de la vie, puis qu'il bénit sa santé, il bénit, c'est sûr, dans une période de crise comme ça, là, actuellement, ça peut être intéressant de bénir la force de son système immunitaire, sa volonté de vivre, sa volonté d'être heureux, sa volonté
par la suite, puis là, j'allais dire d'être libre de la crainte, mais je vais à utiliser la bénédiction un peu comme des suggestions hypnotiques. Parce que l'inconscient ne fait pas nécessairement la différence entre le positif et le négatif, dans le sens que si je dis à quelqu'un ne pense pas à un éléphant rose, il y a des fortes chances qu'il va se mettre à penser à un éléphant rose. Donc, un peu comme pour les suggestions hypnotiques qu'on peut faire. D'ailleurs, pendant ma retraite de la fin de semaine, je vais peut-être écouter un enregistrement d'hypnose. J'en ai plusieurs sur mon ordinateur, de différentes personnes, donc des espèces de méditation accompagnée. C'est souvent agréable de faire ça. J'en fais des fois de temps en temps une là, avant d'aller me coucher. Mais je vais fermer ma parenthèse parce que j'ai quand même la suite des idées. Donc, bénir non pas en utilisant la négative, mais en utilisant une affirmation. Donc, je bénis la paix et la quiétude du lieu où je réside. Je bénis ma santé à la fois physique, émotionnelle, psychologique et psychique. Je bénis la multidimensionnalité de mon être. Je bénis ma capacité d'être stable psychiquement. Je bénis par la suite la créativité pour qu'elle soit de plus en plus présente dans ma vie. Je bénis mon intelligence, ma capacité d'affirmation personnelle, ma volonté et aussi ma capacité d'aimer, d'être respectueux pour que ce soit des éléments qui soient amplifiés, qu'ils augmentent. Je bénis ma capacité à faire preuve de discernement, surtout dans cette période de crise associée au coronavirus, pour voir clair à travers les informations qui me sont présentées et aussi les pièges. Parce que récemment, il y a quelqu'un qui me partage des informations à l'effet que l'événement du coronavirus a été prédit, puis que c'est en lien avec, je pense que c'est la CIA ou le FBI. Puis là, sur le coup, mon ego embarquait là-dedans. Puis là, j'ai posé la question à la personne, est-ce que c'est un document en PDF, ça date de quand? Puis là, la curiosité de tout embarque, puis là, intérieurement, ça me dit que le coronavirus, ça vient de la CIA, du FBI, ou peu importe la cause, que ce soit humaine ou issue d'un hasard, entre guillemets, de la nature, c'est pas important. Ce qui importe, par contre, c'est de m'organiser pour pas me faire chier avec le coronavirus. Donc, ce qui m'importe, c'est d'être centrique et de m'organiser pour que le coronavirus ne perturbe pas ma paix mentale. Ne m'amène pas à sombrer dans la folie, dans la déchéance et de devenir irritable. Donc, c'est de m'occuper de moi correctement. Parlant d'irritabilité, je discutais hier avec ma compagne au téléphone, puis elle m'a mentionné qu'à Sherbrooke, il y aurait eu, parce que là, j'ai pas écouté les bulletins de nouvelles depuis en fin de semaine dernière, quelqu'un qui, avec sa compagne, voulait entrer au supermarché. L'agent de sécurité a refusé que le couple aille. Là, rentre dans le supermarché ensemble, en leur disant que les gens doivent rester à 2 mètres. Et le monsieur là était extrêmement irrité, il était en colère. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu que l'agent de sécurité ait fini son chiffre de travail, puis par la suite, il est rentré dedans en auto pour l'écrapoutir. Puis là, l'agent de sécurité s'est retrouvé par la suite aux soins intensifs, mais ça donne un exemple de débordement qui peuvent avoir cours dans une période comme celle présente où les gens sont sous tension. Donc, les gens sont amenés, sans que leur ego l'ait choisi, à une situation de confinement, une situation de distanciation sociale, une situation où leurs habitudes régulières sont bouleversées. C'est sûr qu'après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, la tension monte. Puis selon la contenance de la capacité des individus à faire face à la situation qu'ils leur a imposée, qu'ils n'ont pas choisi, il y en a qui vont sans doute dans les prochains jours péter les plombs parce que la tension va être trop grande chez eux. Ils ne sont pas capables d'absorber l'événement qui est de voir un confinement imposé.
Donc, il y a des gens qui sont... C'est sûr qu'on va voir comment que la situation va évoluer, mais c'est sûr que plus que la situation perdure dans le temps et plus qu'il risque d'avoir du dérapage social, du chaos qui va être amené par certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui ont, par exemple, une capacité de contenir une situation de confinement pendant 2 ou 3 semaines, parce que pour eux autres, c'est comme une vacance, l'été. Mais là, après ça, ils veulent sortir dehors, ils veulent faire des activités avec des personnes. Là, c'est comme la vacance, c'est comme si la vacance finit pas, puis là, la vacance est prolongée ici au Québec, en tout cas jusqu'au début du mois de mai, puis peut-être ça va être prolongé par la suite. Donc là, ça crée une tension, là, parce que là, les gens au début, c'est comme une vacance, c'est comme si la semaine de relâche continue, mais là, non, ça devient comme un mode de vie, un style de vie autre que celui que la personne avait. Donc, ça l'initie à d'autres choses, sans qu'elle ait choisi un mode de vie différent, un mode de vie plus reclus. Mais si la personne n'est pas une adepte des activités de retraite ou de méditation, elle risque de souffrir. D'ailleurs, en parlant de ça me fait penser à une vidéo que j'ai écoutée de Jacques Crèvecoeur. Il en a fait beaucoup de vidéos, cet individu là, sur YouTube. Et puis, lui, présentement, il revient de voyage pour revenir ici au Québec, où il réside. Et puis, il y a, comme les autres personnes qui reviennent de voyage, à passer 2 semaines en retrait chez lui. Puis lui, ce qu'il expliquait, c'est dans son enregistrement, c'est qu'il accepte de rester pendant 2 semaines chez lui. De toute façon, il est expérimenté de la retraite. Il a déjà fait des retraites. Donc, c'est sûr que de faire une retraite de plus, il y en a déjà fait dans le passé. Donc, c'est pas nécessairement problématique, mais quelqu'un qui n'est pas habitué de faire des retraites spirituelles, des retraites en conscience, ou peu importe le terme qu'on donne à ça, puis il est obligé de faire ça alors que la personne est très extrovertie, elle va dans le monde, elle va au restaurant, elle va voir des matchs de hockey. Ça va être extrêmement souffrant. D'ailleurs, en lien avec la crise du coronavirus, encore une fois, à un moment donné, dans les derniers jours, ce qui m'est venu en tête, c'est que plus que la personne est capable de composer avec le vide, l'absence de contacts sociaux, puis moins elle souffre du coronavirus. Donc, plus la personne est individualisée, moins elle souffre. Je regarde dans les gens de mon environnement, comme par exemple ma grand-mère. Elle vit chez elle depuis plusieurs années. Elle a 96 ans. Et puis, dans son cas, bien, elle sortait pas à l'extérieur pour aller au magasin. Elle sortait pas. Elle a des problèmes cardiaques aussi, là, ce qu'il faut le dire. Là. Elle est capable de marcher sur ses 2 jambes, mais avec une marchette. Donc, elle est rendue à 4 pattes. Ses 2 jambes et les 2 pattes de la marchette. C'est une blague. Mais elle ne sort pas de chez elle en temps régulier. Donc, ça ne change pas grand-chose pour elle. Son mode de vie, en réalité, n'est pas tellement perturbé. Tandis qu'une personne qui est beaucoup avec le collectif voit des amis à chaque fin de semaine, par la suite voit des activités sur semaine, de participer à des groupes de yoga, des groupes aussi pour faire du tai chi ou différentes choses, bien là, c'est un peu plus difficile. Mais si la personne vit déjà comme une ermite, c'est pas difficile de faire face à la crise. Puis c'est sûr qu'on peut développer la capacité de résilience. Parce que c'est sûr que j'aurais pu dire, je vais passer la fin de semaine qui vient, la fin de semaine pascale, qui est quand même un congé de 4 jours pour moi, le vendredi, le samedi, puis le dimanche, à me plaindre que le coronavirus gâche ma vie, gâche ma fin de semaine parce que ça m'empêche d'aller dans des beaux restaurants, ça m'empêche de voir les membres de ma famille, voir même ma compagne qui vit un confinement séparé par rapport à moi. Mais non, je vais utiliser l'opportunité pour faire différentes activités que j'ai nommées tantôt pour me ressourcer, m'énergiser. Puis aussi, ce que je réalise, c'est quand que je suis seul avec moi-même, c'est l'opportunité aussi d'être plus en contact avec ma source, naturellement. Puis de réaliser aussi si je suis capable de vivre avec moi-même. Ça, c'est un autre aspect. Parce que si on réfléchit puis on se trouve plate, ça va être plate longtemps. Mais si on est capable de s'amuser avec soi-même ou avec un rien, juste à regarder les oiseaux dehors, dans un état de méditation, c'est intéressant. Ou juste être présent lorsqu'on boit de l'eau, ou on respire. D'ailleurs, il y a beaucoup de méditation en lien avec la respiration, que ce soit les exercices de Nadi Shodhana, les exercices par la suite, d'hypnose aussi, ça implique souvent de la respiration. Ensuite, les activités en lien avec la pleine conscience aussi.
Donc, le souffle, qui est la vie, c'est sûr, c'est intéressant aussi. D'être présent aussi à comment le corps va réagir chez moi lorsque je vais faire mon jeûne, pour voir comment que, par rapport aux sensations corporelles, je vais composer. C'est intéressant. Donc là, je vais arrêter. Ça fait quand même plusieurs minutes que je parle. Donc, c'était l'enregistrement d'aujourd'hui qui visait à vous partager un petit peu le plan de match que je me suis fait là, pour la fin de semaine qui vient, pour tirer profit de la situation de confinement, pour aller dans un développement personnel. Donc, merci de votre écoute et je salue, bien entendu, tous les gens qui m'écoutent un peu partout dans le monde. Et avant que je l'oublie, je voulais quand même mentionner quelque chose. Je sais que c'est un petit peu tard dans l'enregistrement. C'est que j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube, pas ma chaîne YouTube, voyons, sur ma page Facebook, une vidéo de Guylaine Langto. Guis, c'est son surnom. Puis, par rapport à ça, j'ai eu plusieurs réactions. Et je vais vous partager d'ailleurs le lien de cette vidéo. C'est Guylaine Langto qui fait allusion à la crise du coronavirus. Puis aussi, je vais vous partager, celle de Tal Chaleur aussi en lien avec ça. Guylaine Langto, ça fait plusieurs années là, que je suis au courant là, de ses livres. Et puis, là, elle a fait une vidéo récemment consacrée à la crise du coronavirus. Puis c'est intéressant de voir la lecture qu'elle en fait. D'où le fait que j'ai partagé la vidéo. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui m'écoutent sur YouTube, je vous encourage fortement à vous abonner à mon fil de presse là, sur Facebook pour être au courant des différentes vidéos. Parce que des fois, je n'y pense pas toujours de vous parler des vidéos que je mets en ligne là, sur Facebook. Donc, au fil des vidéos sur YouTube, là, des fois, j'y pense, des fois, je pense pas. Ça dépend. Mais si vous voulez n'en manquer aucune, la meilleure façon de procéder, c'est de vous abonner dès maintenant à ma chaîne sur Facebook qui s'intitule David Lévesque Conscience Libre. Et là, vous allez les retrouver. Donc, je vais en venir au commentaire que je voulais faire. C'est que Guylaine Langto, par rapport aux termes qu'elle utilise, elle a une grille conceptuelle qu'elle a développée de manière autodidacte. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est créatif, c'est original. Elle a dit, au lieu de parler de Dieu et de la déesse, on va appeler ça diès, un terme qui englobe les deux. Et moi, je dis, pourquoi pas? Moi, c'est ça, j'utilise le vocabulaire plus associé à l'instruction de Bernard de Montréal, du supramental. Et dans le fond, je vais utiliser des termes comme par exemple celui de l'esprit, qui fait référence à une réalité, puis l'âme à une autre. Par contre, ce que j'invite les gens, c'est d'être flexible. C'est-à-dire que Guylaine Langto, dans son système de référence, le sens qu'elle donne au mot âme, pour moi, est similaire au sens que je donne au terme esprit. Donc, d'une personne à l'autre, la signification des termes associés varie. Ce qui est important, c'est de regarder vibratoirement. Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, c'est sûr que si elle dit que quelqu'un qui écoute son âme va en venir à être souveraine en tant que personne, c'est la même chose au niveau de l'esprit. Quelqu'un qui est à l'écoute de son esprit devient souverain psychiquement. Il n'est pas soumis à une élite tyrannique. Donc, c'est le même but là, qui est visé. Là. Autrement dit, quelqu'un qui est souverain, c'est quelqu'un qui développe un sens d'identité propre, qui développe son discernement par rapport à quelque chose et qui agit par lui-même. Elle va dire en son âme et conscience. Moi, je vais dire suivre sa vibration de son esprit, son être fondamental. André Moreau va utiliser le concept de l'être, ce qu'il appelle en des termes techniques le « je suis » intussusceptif immanent. Donc, le « je suis » l'être, intussusception qui grandit de l'intérieur et immanent qui émane vers l'extérieur. Parce que l'esprit n'est pas localisé dans le corps physique seulement. Il peut, dans le fond, être un peu partout. Mais en fait, l'esprit est nature, en tout cas, l'être ou l'esprit est nature cosmique dans le sens que l'esprit, c'est quelque chose qui nous permet de connaître du dedans, ce qu'André Moreau appelle co-naturalité, des éléments extérieurs à nous. Pourquoi? Parce que on est tous interreliés.
Et c'est en se branchant à l'esprit qu'on peut être en contact, par exemple, avec une personne à distance qui, au même moment que nous, va recevoir simultanément l'idée de nous contacter par téléphone. Puis là, on est surpris que la personne nous appelle en même temps qu'on pense à elle, mais en réalité, on est interreliés. Donc, le même message de téléphoner, d'entrer en communication est amené. Ce qui veut dire qu'au-delà d'une dimension physique où on est séparés, on est différent des autres, on n'est pas séparés. On est différent des autres, on est séparés de rien en réalité parce qu'on est tous interreliés, dans un sens. Donc, autrement dit, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont habitués d'écouter des enregistrements supramentaux, de voir Glenn Lanctot utiliser le terme âme, puis voir ça d'un mauvais œil. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans sa façon de donner un sens au mot âme, pour moi, c'est le même sens que le mot esprit. Puis là, si la personne n'a pas de flexibilité psychique, elle est capable d'interchanger les formes, puis de regarder la vibration qui est derrière, puis elle s'enfarge les pieds dans les plats, les pieds dans les formes, ben elle va dire « Ah, ben non, c'est pas le mot que je m'attends, donc ça veut dire que c'est la partie astrale de l'être humain. » Mais moi, je dis « C'est pas nécessairement le cas. » Autrement dit, le concept d'âme peut être vibratoire si, lorsque la personne le dit, se branche à la dimension vibratoire dans son être, même si elle n'utilise pas le terme de conscience vibratoire, par exemple, ou d'esprit, ou d'être. Donc, il y a différents termes synonymes. Hein? Tu sais, quelqu'un va parler d'esprit, l'autre il va parler du double, l'autre va parler de l'ajusteur de pensée, l'autre il va parler de l'être, l'autre il va parler du corps d'énergie. Donc, plusieurs termes pour décrire une réalité similaire. C'est sûr qu'il y a des nuances à apporter, bien entendu, comme dans toute chose. Mais si je discute avec une personne, puis elle utilise le terme âme dans un sens, puis je le capte, je vais composer avec ça. C'est sûr que je n'imposerai jamais à une personne de changer son vocabulaire pour me faire plaisir. Par contre, si je vois qu'il y a des choses que je trouve qui manquent d'ajustement, je peux le mentionner poliment, mais la décision ultime appartient à la personne parce que la personne doit avoir un vocabulaire avec lequel elle est à l'aise. Parce que si la personne marche dans les mocassins de l'autre pour définir le réel, ça va être souffrant pour elle comme situation parce que c'est une imposition, c'est une domination. Tandis que si on respecte l'autre, on l'utilise d'utiliser ses termes, on lui permet d'utiliser ses termes, puis si la personne utilise le mot âme, ben, ça y appartient. L'autre, c'est l'esprit, l'autre, c'est l'ajusteur de pensée. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les termes utilisés. Par contre, c'est de voir si la personne, lorsqu'elle les utilise, elle est vibrante dans le mental. Elle a une énergie qui passe, une vitalité, elle nous communique un élément qui va rehausser le taux vibratoire. C'est ça l'essentiel. Donc, si elle l'appelle le mouk-mouk, le chameau, le chameau cosmique, ou peu importe, moi, je m'en fous. Ce qui importe pour moi, c'est la vibration avant la forme. Donc, la vibration avant le mot utilisé, puis si on donne trop d'importance aux mots, puis on est rigide, les mots MOTS vont devenir nos mots MAUX, dans le sens que ça va être souffrant pour nous, puis ça va nous rendre mal à l'aise, puis ça peut créer des blocages émotionnels ou autres. Non, il faut débloquer la forme et laisser circuler l'énergie. Donc, c'est ce que je voulais rajouter ici. Là, ça fait quasiment 1 heure que je parle. Là c'est vrai, là. Je vais arrêter de parler dans les prochaines minutes et je vais me consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire, je ne vais pas aller écouter les bulletins de nouvelles. Je vais aller marcher dehors. Je vais passer du temps à caresser mon chat. Puis, je vais regarder aussi, là, si je vais par la suite, qu'est-ce que je vais faire là, pour m'alimenter. Donc, qu'est-ce que je vais manger à soir? Au moment que je vous parle, c'est avant l'heure du souper. Donc, voilà où ce que j'en suis. Je vous dis, là, c'est vrai, là. Là, j'arrête, là, il n'y a plus de prolongation. Je vous dis à bientôt et au revoir.